Bonjour à tous. Que se passe-t-il vraiment sur Terre? Et plus particulièrement en Europe et en Ukraine actuellement. Si vous voulez, je me sens un peu obligé de faire ce que je fais parce que ça fait 20 ans maintenant que j'ai un grand intérêt pour l'histoire en fait et les relations internationales. Et du coup, l'expérience que m'apporte l'étude aussi prolongée de notre planète et de l'histoire humaine dessus me pousse à vouloir vous délivrer des informations. Voilà un mois que j'étudie cette affaire d'Ukraine et que je prépare mon propos, que je vais appuyer directement par 25 livres qui apparaîtront petit à petit à côté de notre bonne vieille Terre, qui ne brille pas que par sa tranquillité actuellement, et aussi 51 vidéos que je citerai directement, et que vous retrouverez toutes ces sources en description, afin de bien vous faire comprendre que ce que je vous propose aujourd'hui ne vient pas de moi, mais bel et bien de mon expérience accumulée, fonction de ce que je viens de considérer récemment, et que je vais vous proposer d'aller vérifier, d'aller voir, d'aller vous-même vous renseigner, et de créer à votre tour, si vous le souhaitez, et ce que je me dis qui est toujours le mieux à faire, votre propre nuance au regard de très nombreuses sources d'informations que vous pourrez considérer. Maintenant que ce propos introductif est donné, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, je crois qu'il convient d'avoir deux choses à l'esprit très simples. La première, c'est que à partir de 1945, les États-Unis d'Amérique ont acquis une situation d'hégémonie et de domination mondiale prodigieuse, inconnue jusqu'alors dans le monde. Une domination que ce soit militairement, avec la capacité d'intervenir partout sur Terre en réalité, la possession de l'arme la plus puissante sur Terre et une industrie militaire extrêmement importante. Le budget d'ailleurs militaire américain chaque année est extrêmement important, il dépasse bien souvent la totalité du reste du monde réuni. Cette hégémonie est aussi culturellement extrêmement importante, aussi technologiquement, et aussi économiquement. C'est là les quatre aspects qui caractérisent cet empire comme nul autre n'en a jamais connu, et nous y reviendrons. Le deuxième élément qui est très simple et qui est très tragique et qui nous impacte directement quotidiennement, c'est que cet empire a bénéficié du développement à l'échelle globale des techniques de manipulation des populations. Issues des découvertes un peu plus anciennes, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, pas mal de chercheurs ont compris les biais psychologiques des ressorts des pensées, des croyances, des émotions humaines, et des moyens de les générer en fonction de souhaits. Et on a quelqu'un comme Gustave Le Bon, qui a découvert et théorisé dans son livre que je vous mets à l'écran, La psychologie des foules, pas mal de ressorts psychologiques de manipulation des populations. Et par la suite, quelqu'un qui s'appelle Édouard Bernays s'est mis à appliquer ces ressorts à la communication publicitaire et en a développé une méthode qu'il a écrit donc entre autres dans ce livre Propaganda, où il explique sous la forme d'un manuel publicitaire à destination de ce qu'il dit lui-même, à savoir les vrais détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire les grands propriétaires américains, les propriétaires d'industrie, les propriétaires d'entreprises, les propriétaires de banques. Et il a bien conscience, Edouard Bernays, que c'est eux qui ont le véritable pouvoir, et il se propose de leur en donner encore plus en se mettant à leur service avec des techniques de manipulation d'opinion qui leur permettent de faire passer n'importe quel message et de faire croire n'importe quel morceau de réalité à la population américaine en général et aux populations soumises à cet empire, donc au monde occidental et donc ici aujourd'hui, encore aujourd'hui en France. Et dès l'époque, et petit à petit, tout ça s'est développé en France ici. Que ce soit à travers les relations publiques, à travers la publicité de masse, à travers la communication en politique, à travers ce qu'on appelle les informations médiatiques, ou à travers tout ce qui ressort du marketing, nous vivons en fait dans un monde de duperie et de mensonges, destiné à vicier notre perception du réel dans l'intérêt de ceux qui nous manipulent. Et aujourd'hui, cet empire a donc les moyens de changer durablement la perception du réel chez les individus qui lui sont soumis, et ce dans tous les domaines. Alors,
Évidemment, chacun d'entre nous, avec son propre parcours, arrive à lucidement percevoir certaines de ces propagandes. Évidemment, les propagandes, par exemple, à travers des spots publicitaires, nous sont bien évidemment beaucoup plus perceptibles, on est beaucoup plus alerte, et encore que. Mais d'autres sont beaucoup plus vicieuses, cachées, là où on ne les attendrait pas, en particulier quand elles se présentent sous la forme d'informations délivrées par des grandes chaînes de télévision. En réalité, du coup, ce que nous pensons sur pas mal de sujets, ce que nous croyons, ce que nous souhaitons, ce à quoi nous aspirons, a de bonnes chances de nous avoir été induits par ces biais de manipulation. Et il convient donc d'avoir une grande méfiance envers tout particulièrement les médias audiovisuels, qui sont les véhicules par excellence de cette manipulation. Et si certaines de ces influences sont évidemment plus faciles à voir que d'autres, je vous l'ai dit, celles qui proviennent de la télévision sont vicieuses, en particulier des journaux télévisés. Et l'une des informations phares, extraordinaires, qui canalise notre émotion, notre attention, notre indignation, notre horreur, concerne évidemment les guerres. Et c'est pourquoi je me suis permis d'ouvrir cette vidéo avec un rappel de quelques-uns des principes de propagande de guerre trop peu connus, qui aujourd'hui ont à nouveau éclatance. On voit les médias quotidiennement nous abreuver de ces mêmes principes à propos du tyran ennemi, à propos du fait que seul l'ennemi souhaite la guerre, et à propos du fait que l'ennemi utilise des armes affreuses, ou s'apprête à le faire, et d'autres principes que je vous invite à aller consulter et à aller creuser par vous-même. Vous avez tout loisir d'écouter n'importe quelle chaîne de télévision en continu juste après cette vidéo, et de vous rendre compte que ce que l'on vous délivre à propos de cette guerre actuellement en Ukraine correspond systématiquement ou presque à l'un des 10 grands principes de manipulation des guerres. Et Anne Morelli n'est pas la seule à avoir compris et théorisé ça. Je vous mets ici un autre livre qui s'appelle L'opinion ça se travaille, qui est particulièrement intéressant parce que lui s'évertue à remettre de la nuance et de la réalité dans les dernières guerres médiatiques que nous avons connues, en particulier la guerre de Yougoslavie, puisqu'encore une fois, l'Empire des États-Unis d'Amérique, à travers son organisation militaire favorite, l'OTAN, est intervenu massivement dans ce pays, a bombardé, a commis des crimes de guerre, et là aussi a utilisé la propagande de guerre médiatique pour avancer masqué, se présentant comme le gardien et le détenteur du bien, de la justice, et se pavant d'idéaux nobles et vertueux, comme la démocratie, le bien des peuples, et bien évidemment en réalité de tout autres objectifs. Et donc je vous propose rien de moins que de cesser de croire l'Empire en fait, pour entrer dans le monde tel qu'il est. Car en fait il y a un problème tout de suite, c'est que la guerre se rapproche. Si d'autres l'ont connue depuis bien longtemps de près, et de très près, nous ici, abreuvés de propagande de guerre depuis 75 ans, et avons eu la chance d'avoir eu des guerres lointaines, quoique la Yougoslavie n'était pas très loin, on a un peu oublié l'idée qu'elle pouvait nous toucher aussi cette guerre. Et si nous ne réagissons pas très vite, en réalité, bientôt j'ai peur que le bruit sourd du tonnerre de métal qui caractérise la guerre dans toute son atrocité commence à gronder au loin, et avec en parallèle les cris désespérés de ceux qui ont faim. Alors, j'aimerais que nous n'en arrivions pas là, et pour ça, il faut avoir le courage de regarder les choses en face, et arrêter de s'en laisser compter, et arrêter de se replier bien tranquillement derrière sa croyance en un monde juste, derrière l'idée qu'après tout le monde nous veut plutôt du bien, qu'il est plutôt bien organisé, qu'après tout les erreurs ou les terreurs qui seront faites proviennent d'individus mal intentionnés, peu nombreux, localisés, bien identifiés, et que globalement le système politique dans lequel nous vivons et la civilisation dans laquelle nous sommes plongés est globalement heureuse et plutôt bien travaillée dans notre intérêt. Ça c'est évidemment le film, la fiction, le moyen de se rassurer, le moyen de combler ses peurs inconscientes, le moyen de trouver une justification à nos actions du quotidien, la justification du fait que l'on se permet de rire dans l'abondance pendant que d'autres pleurent dans la souffrance, trop loin pour que leurs cris nous parviennent. Une mise en garde rapide, avant de poursuivre, à savoir que lorsque je parle des États-Unis d'Amérique, de leur dynamique impériale, ou de l'organisation militaire OTAN, je parle évidemment des dirigeants de cet empire, et certainement pas de sa population. Ici, pas de propos de ma part condamnant ou reprochant quoi que ce soit à la population américaine. La population américaine, elle est victime de cet empire, qui lui propose d'ailleurs un modèle de vie de tous contre tous, avec des minima sociaux inexistants, avec une âpreté, une dureté dans la vie énorme, avec à voir le nombre de pauvres, le nombre de sans-abri, le nombre de gens qui vivent sous les rues aux États-Unis, dans des conditions
conditions infectes, qui n'ont pas accès aux soins. Enfin, ça n'a aucun rapport avec un peuple à qui on pourrait reprocher quoi que ce soit. Il est bien évidemment victime, ce pauvre peuple. Et d'ailleurs, je m'appuierai sur pas mal de professeurs ou d'intellectuels américains pour vous faire cette vidéo, qui sont pour moi de grandes sources d'inspiration. Ils sont mieux placés que moi pour bien comprendre comment ça se passe chez eux, puisqu'ils y sont. Bon, l'aspect médiatique des choses est hyper important à comprendre, j'espère que vous l'avez bien en tête et on va de toute façon voir que ça va fleurir un petit peu partout durant mon propos, les évidences que ce sont les médias qui canalisent notre façon de penser, notre façon de voir les choses et qui d'habitude nous projettent une réalité différente de la véritable. Donc ça c'est très important. J'aimerais maintenant qu'on revienne rapidement sur les caractéristiques de l'hégémonie américaine dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous ai détaillé déjà rapidement l'hégémonie militaire de cet empire prodigieux. Tout de suite, on va rapidement dévoiler un petit peu de contenu des 3 autres caractéristiques de cette hégémonie mondiale, parce que c'est très très important pour qu'on puisse arriver enfin à l'Ukraine. Donc cet empire, voilà, il a une hégémonie militaire prodigieuse, il est capable d'intervenir partout sur Terre, il a une capacité à influencer avec sa culture tout le monde entier, à travers la musique, le cinéma. Pourtant on a des productions cinématographiques en grande quantité, en Afrique, en Inde, en Chine, en Russie, en France, international, qu'est-ce qui fonctionne? 90% des films, c'est évidemment américain. Déploie des moyens hors du commun, une production qui est imposée aux autres nations. En plus de ça, via des accords, pour qu'en pourcentage, les films américains soient plus présents que les autres, etc. Les séries, avec tout un tas de plateformes nouvelles, je vais pas faire l'affront ici d'en faire la publicité, tout le monde les connaît, tout le monde s'abrutit dessus. Donc, la culture américaine à travers la nourriture, à travers les styles vestimentaires, à travers tout simplement le langage, la langue américaine, la langue anglaise, qui s'interpénètre de façon beaucoup trop agressive dans les autres langues. Vous savez que chaque langue dans le monde s'interpénètre avec les autres, on est dans un monde connecté, c'est bien normal. C'est mesurable et c'est mesuré. Il y a l'association de défense de la langue française qui mesure ce genre de choses, par exemple, pour nous ici. Or, il se trouve que l'anglais va bien au-delà des échanges normaux. On a affaire à une langue prédatrice qui capture des sens, qui capture des mots, qui s'accapare des notions. Il n'y a qu'à voir dans le langage courant le nombre de personnes que l'on peut croiser qui emploient des anglicismes pour tout et son contraire, qui trouvent ça cool, fun, vous voyez, c'est des mots anglais rien que ça, et qui trouvent que c'est dans l'air du temps, qui trouvent que c'est mieux, qui anglicisent des expressions françaises, qui mélangent des mots, qui essaient de trouver des sonorités anglaises dans notre langue parce que ça fait plus sympa socialement, etc. Évidemment, cette hégémonie, elle est économique, avec la prédominance du dollar, la création et le contrôle évidemment de l'euro, qui est une sous-créature pour contrôler les pays qui en sont membres. C'est notre débat, hein, je vous renverrai si vous voulez avec plein de sources qui vous le prouveront, plein d'économistes qui vous l'affirmeront, et des historiens qui vous le démontreront via des archives déclassifiées, que c'est eux qui ont pensé à ça. Donc l'hégémonie économique du dollar, l'hégémonie économique via la présence énorme de ressources sur le continent américain, via l'utilisation de tentacules impériales que sont les multinationales et les entreprises américaines pour s'accaparer les ressources des pays, de la plupart des pays du monde en fait, pour leur propre compte, en essayant de tout faire pour que les nations qui produisent, qui ont normalement ces ressources dans leur sous-sol, ne voient pas les bénéfices de cette exportation pour leur population. Ça c'est une des méthodes vraiment très ancrées de cet empire. J'ai ici des ouvrages tout à fait ciblés qui contiennent beaucoup de preuves sur cette pratique. Donc cet empire est hégémonique économiquement aussi via son industrie qui est énorme, son contrôle sur les flux mondiaux, les trafics maritimes, etc. Bon. Donc il est hégémonique culturellement, il est hégémonique militairement, il est hégémonique économiquement, et il est hégémonique technologiquement via le contrôle de tout ce qui est aujourd'hui popularisé comme nouvelle technologie. En fait, tout ce qui est popularisé comme nouvelle technologie vient, pratiquement tout le temps, vient d'une entreprise américaine. C'est-à-dire que c'est eux qui ont les brevets technologiques, c'est eux qui décident telle chose, on en fait tel objet pratique, qui sous 10 ans doit être capable d'être dans le budget du Pékin moyen, et dans 20 ans tout le monde en a. Hop là, ça non, ça on produit pas, ça on enterre, ça ouais, ça c'est pas mal ça, l'outil personnalisé d'accès internet, chacun dans sa poche, ça on envoie. Les réseaux sociaux on envoie, internet on contrôle, l'informatique on contrôle, tout ce qui est nouvelle technologique, c'est évidemment eux qui sont hégémoniques prodigieusement, hein. Microsoft, les services évidemment du coup logiciels, bon bref.
Donc les États-Unis sont hégémoniques comme jamais aucun empire ne l'a été sur Terre. Et du coup, cet empire s'est évidemment accaparé le contrôle après 45, après sa grande victoire sur tous les autres empires en fait, s'est accaparé le contrôle médiatique dans la sphère occidentale. Que ce soit donc chez eux, aux États-Unis, mais aussi dans toute la sphère occidentale, hein, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, qui petit à petit s'est étendue vers l'Est, via l'UE et via l'OTAN. Et donc, les médias issus dans ces sphères pratiquent les techniques mises au point par Edouard Bernays et popularisées. Et donc, pour nos jours, ces médias ont la capacité, je vous disais, de canaliser votre indignation dans le sens que l'empire du coup américain souhaite. C'est ça qui est très très important. Si vous voulez, la vérité, c'est pas le sujet. Une propagande totale à l'encontre des régimes visés, pour nous les faire passer pour des gros salopards, etc. Et si vous voulez, que ce soit vrai ou faux, encore une fois, c'est pas l'enjeu, c'est pas le sujet. Plus une cible, en gros, plus ce sera vrai, plus ce sera facile pour l'Empire de faire ça, plus ce sera faux, plus ce sera difficile, mais c'est pas du ressort de l'impossible. Si vraiment le régime n'a pas grand chose à se faire reprocher, de toute façon on trouvera toujours les trucs sur lesquels on appuiera à fond pour que vous soyez, qu'on soit tout ça dans notre télé, oh mon dieu au secours, c'est des gros salauds, ou alors on inventera quoi, c'est pas un problème. Mais ces médias, si vous y réfléchissez bien, n'accentuent jamais sur les actions des États-Unis dans le monde. On vous explique jamais en fait. Par exemple, lorsque les États-Unis sont amis avec des régimes ignobles, comme par exemple celui d'Arabie Saoudite, qui torture des gens en place publique en les fouettant, en les décapitant pour des crimes qui sont des choses banales pour nous, ici occidentaux, des gens là-bas sont tués pour homosexualité, des femmes pour avoir conduit sont fouettées en place publique, enfin on est dans un monde abject. Le régime d'Arabie Saoudite qui est en train de pratiquer un véritable génocide au Yémen, en bombardant, massacrant des populations depuis des années au Yémen, qui vous en parle quotidiennement de ça? Les médias ont aussi le moyen de créer l'absence de réel d'une chose, parce qu'ils tout simplement ils décident de ne pas en parler. Il existe chaque jour des millions de choses dont on pourrait vous parler, et des millions dont on pourrait ne pas vous parler. On vous en parle de quelques-unes, pof, 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 comme ça, et les autres n'existent pas, et c'est là on insiste en boucle. Il y a des intérêts derrière, c'est avec des volontés. Et donc, bon, les régimes que les États-Unis décident d'attaquer, on vous les véhicule comme des gros salauds. Les États-Unis, on vous véhicule jamais de problème à leur rencontre, parce que c'est eux qui décident, qui contrôlent ces médias-là. Quand les États-Unis attaquent des pays comme ça, ils ont rasé l'Irak, par exemple, en ramenant l'Irak, pire qu'au Moyen-Âge. Il n'y a plus d'électricité, plus d'eau là-bas, c'est terrible. Les enfants sont morts de faim, le nombre de gens de morts là-bas se compte en millions. On a même des déclarations d'officiels américains qui disent oui, 1 million d'enfants morts en Irak, ça va, c'est bien, c'est bon. Vous verrez, je vous mettrai en lien des descriptions de ce que je vous dis. Donc on a là affaire à des véritables tyrans de la planète Terre qui massacrent des populations entières, mais les médias ne vous les présentent pas ainsi, et donc ceci n'effleure pas la propagande médiatique. Par contre, le régime irakien qui avait des choses à se faire reprocher, là on a insisté à mort dessus. Donc c'est ça, quand les États-Unis attaquent, il n'y a pas de sanctions, vous voyez, contre ce régime, chose actuel, on va y arriver. Hein. On ne cesse pas les coopérations scientifiques avec ce pays. On ne licencie pas les Américains dans divers pôles culturels de nos pays. On ne débaptise pas des rues d'Américains célèbres. Hein. Donc voilà l'un des aspects de la propagande de guerre actuelle qui est extrêmement bien développé par beaucoup plus de gens que moi, notamment je vous citerai plus tard par Michel Collomb. Michel Collomb qui est un journaliste belge qui fait un travail formidable sur les propagandes de guerre et sur les mensonges médiatiques en lien avec les guerres des États-Unis. Et la domination impériale américaine un peu partout dans le monde. Là, je vous renverrai à Michel Collomb, mais à beaucoup d'autres analystes, y compris des professeurs d'université américains. Hein. Le mieux, c'est de citer des Américains pour pas qu'on puisse me dire que je suis anti-américain ou quoi que ce soit. La population américaine n'a bien évidemment aucun rapport avec les actions affreuses de son gouvernement. Et les premières victimes de ça sont les Américains, et en tout premier, les Américains du passé. C'est une des choses sur laquelle je veux arriver maintenant, c'est que... les États-Unis ont une histoire. J'ai ici un livre de plus de 750 pages qui a été écrit par Howard Zinn, qui est un historien américain extrêmement intéressant, qui a écrit donc ce livre, Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
dans lequel on apprend énormément d'informations sur la maltraitance profonde du gouvernement américain via sa propre population et sa dynamique impériale vis-à-vis de celle des autres, mais aussi sur du coup les populations originaires du territoire des États-Unis, donc les Amérindiens, qui, ça pas un scoop, ont tous disparu. Il n'en reste aujourd'hui que quelques éléments dispersés dans des dites réserves ou inclus de force dans la culture prodigieusement différentes de la leur, hein, que sont celles des États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui, avec des modes de vie qui n'ont strictement aucun rapport avec les leurs, et dans l'indifférence et dans l'indifférence en fait de tous et de tous les médias. Aucun média ne vient vous faire des semaines, des journées, des mois, des thématiques avec un petit drapeau, avec la nation Cherokee, pour vous dire à quel point les Américains se sont conduits en ignoble avec les Cherokees jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun. En tout cas, Howard Zinn, lui, a creusé cette question et nous apprend quelque chose à propos de la confiance qu'on peut avoir envers le gouvernement américain. Le gouvernement américain, dans son histoire, a tissé avec les différentes nations amérindiennes plus de 400 traités. Des traités qui portent sur des questions diverses et variées, signés par un président américain, par un secrétaire d'État, par un membre du gouvernement, avec un représentant du peuple indien en question, très bien. La totalité des traités signés avec les nations amérindiennes par le gouvernement américain ont été violés à l'initiative du gouvernement américain, intégralement. C'est la recherche profonde qu'a réalisée Howard Zinn qui permet de nous donner comme ça un aperçu terrifiant de ce qu'on peut penser des promesses et des engagements de cette nation. Il nous donne par exemple l'exemple d'un traité qui avait été signé avec l'une nation indienne, je crois que c'est les Sasquatch, je prononce mal peut-être, qui était du coup une nation indienne avec George Washington, le premier président américain, qui avait signé un traité avec eux sur voilà, des détails, peu importe. Un traité qui a été violé par Kennedy. Le président Kennedy, pratiquement 200 ans après sa signature. Un des tout derniers traités encore en vigueur avec les nations amérindiennes à être violé avant que tous le soient. Donc même à 200 ans d'intervalle, cette nation ne tient pas sa parole. Elle finit par trahir, elle finit par... en tout cas, on a ici l'exemple de ces interactions avec les nations amérindiennes. Donc c'est très très intéressant parce que il faut toujours avoir ça à l'esprit. Beaucoup de nations dans le monde, de partenaires de gouvernement, savent que les États-Unis ne respectent pas leurs promesses en fait. Savent que les États-Unis agressent, attaquent les autres pays dans le monde et savent que les États-Unis manipulent les médias du monde occidental pour le faire passer les régimes ciblés comme étant le problème et les États-Unis comme la solution. Donc ça explique peut-être pas mal de comportements. Ici, aujourd'hui, en Europe et en France, nos élites politiques et nos gouvernements sont complètement dans la main. Il n'y a pas que les médias, hein, évidemment, ils sont à coquiner là-dessus, ils sont complètement dans la main des États-Unis. Je l'ai très très longuement montré par une série de vidéos sur les archives secrètes déclassifiées de la CIA et du département d'État qui ont été consultées par un journaliste qui s'appelle Vincent Nouzil, qui est allé nous en sortir un compte-rendu en 2 tomes particulièrement vastes et riches, qui sont les dossiers de la CIA sur la France, le premier tome 58-81, et dossiers de la CIA sur la France, le deuxième tome 81-2010, où on constate, archives à l'appui, donc ici il n'est pas question de pouvoir contredire ça, que, et vous irez le voir, puisque ma série en traite très longuement, que dans les années 60 ici en France, sous la présidence de De Gaulle, qui était lui un opposant à l'hégémonie américaine qu'il a dénoncé en permanence, et à toute occasion, contre laquelle il s'est battu pour essayer d'équilibrer un monde, tout en étant allié avec les États-Unis, lorsque ceux-ci étaient dans une position de justesse internationale, ce qui arrivait rarement, mais qui est arrivé. Donc on a quelqu'un de mesuré avec De Gaulle, qui était conscient des réalités. Et qui d'ailleurs avait dit à la fin des fins, les Américains finiront par se faire détester de tout le monde. Et c'est en train d'arriver. J'ai ici les propos de Gaulle rapportés par Alain Perfit via le livre C'était De Gaulle dans l'Imperfit. Il fait je crois 1800 pages dont j'ai étudié ça, vous voyez, j'apporte pas de dire sans être allé creuser la question. Nos élites
durant les années 60, ont été intégralement achetés par des programmes américains, dans d'ailleurs beaucoup plus de domaines que la simple politique. Et pour que tout ce qui compte au bout d'un moment soit de près ou de loin sous leur commandement, sous leur influence, à minima culturel, à maximal, agents payés par eux. On a du coup une succession de présidents par la suite après De Gaulle qui sont du coup des agents directement de l'Empire, des gens sponsorisés, payés par cet empire, des gens qui obéissent à cet empire, de près ou de loin. On a notamment François Mitterrand, qui l'a reconnu, hein, François Mitterrand, qui est quelqu'un d'acheté par eux, qui en a des archives qui montrent que bon, ben, il obéit. C'est quelqu'un qui est complètement dans leurs mains, qui d'ailleurs a acheté son droit auprès d'eux d'être président en échange de garanties, et qui du coup l'a révélé à la fin de sa vie. Dans un livre qu'il a, en fait, des propos qu'il a dictés à Georges-Marc Benamou, qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, qui est un petit livre assez vraiment inintéressant, et justement, j'allais dire, son inintérêt qui le rend intéressant, c'est que François Mitterrand se désintéressait fondamentalement des gens, pas un seul mot sur le peuple, sur la façon dont vivent les gens, pas un seul mot de considération, d'intérêt, à propos du commun, à propos des entreprises françaises, de la nation, rien. François Mitterrand ne s'intéressait qu'à une seule chose, c'était le petit milieu d'hommes politiques à côté de lui, qui va avoir tel poste, qui va réussir à avoir suffisamment de voix. En dehors de ça, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse à rien. Et au milieu de cette révélation, comme ça, de sa vraie nature, François Mitterrand nous dit, il nous dit, bah écoutez, voilà, la France, et les Français ne le savent pas, ce sont ses propos, hein, la France est en guerre avec les États-Unis. C'est une guerre qui est inconnue, les Français l'ignorent. C'est une guerre qui est permanente, c'est une guerre qui n'a pas de mort en apparence, hein, mais pourtant, bel et bien, une guerre à mort. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Donc ça, ce sont les propos de François Mitterrand entre deux considérations à propos d'un homme politique, et aucun mot pour le sort commun des gens qui ne le souciaient pas. D'ailleurs, il avait dit lui-même, au début de ma carrière politique, j'hésitais entre la justice sociale et la construction européenne. Puis j'ai choisi, je vous laisserai finir cette phrase, puisque ce sont des choses qui sont absolument antinomiques. La construction européenne qui est bel et bien une entité sous commandement américain qui est destinée à nous capturer une partie de nos pouvoirs pour les placer sous leur contrôle, et aussi des grandes entreprises multinationales, et à nous paralyser une autre partie de nos pouvoirs. Ça, on a des archives aujourd'hui qui le démontrent, et on a des historiens qui l'ont rapporté, notamment ici, j'ai le livre, un petit livre là, sur une petite synthèse de ça, qui est un livre d'Annie Lacroix-Riz, qui écrit des pavés extrêmement importants, extrêmement durs et creusés, et difficiles à lire parce qu'ils sont extrêmement sourcés, mais qui pour le coup, là, nous a paru une petite synthèse très très agréable. L'intégration européenne de la France, la tutelle de l'Allemagne et des États-Unis, parce que dans la hiérarchie, évidemment, les Allemands ont une place un peu plus... voilà. Les Américains battent un peu plus l'oreille aux souhaits allemands, même s'ils sont soumis, alors que... Bon, donc voilà, et puis on a ici un autre livre qui va dans cette réalité-là, qui est le creuset d'une quantité de co-auteurs qui ont analysé comment les multinationales, qui sont les bras armés, les bras économiques de l'Empire américain, construisent l'Europe et l'économie mondiale, et qu'il y a évidemment un lien direct entre l'appauvrissement de notre continent et l'enrichissement de ces multinationales et l'essor d'autant plus extraordinaire de cet empire américain, puisqu'il nous vide de notre substance et nous prend nos pouvoirs, etc. Bon, bref. Donc ça, c'est quelque chose qui s'accompagne d'une colonisation culturelle, j'en ai parlé tout à l'heure, vous le voyez bien, d'une colonisation par la séduction, hein, cinéma, séries, musique, divertissement, par un modèle de vie, à travers notre façon de consommer la nourriture, nos vêtements, notre façon de travailler aussi, considérer que le travail c'est un petit peu l'épanouissement de l'homme, c'est la seule voie, c'est positif quand on travaille, c'est négatif quand on travaille pas. Bon, la consommation qui va de pair avec cette idéologie travailliste qui consiste à... Bon, mais il faut bien fabriquer des objets en travaillant, donc du coup après il faut bien faire quelque chose de ces objets, donc on va les acheter, on va consommer, la pub, et tout ça, cette espèce de fabrication effrénée d'objets, et cette consommation frénétique d'objets, destructeur de l'environnement et du monde, hein, petit à petit, et du temps de vie des êtres humains, qui passent leur temps en fait à souvent faire des choses qui n'ont pas de sens. Je vous envoie d'ailleurs là, un livre que j'avais pas prévu de citer, d'Edouard Graeber, de David Graeber, pardon, qui s'appelle Bullshit Jobs, où il analyse comme ça, dans le monde occidental, la quantité d'emplois qui n'ont aucun sens, aucune utilité, voire nuisibles, et qui sont auto-entretenus
parce qu'il y a l'idéologie du travail derrière, que c'est vu comme quelque chose de symboliquement bien, qu'il y a le fait d'avoir le droit de vivre, donc de bénéficier d'argent, qui est associé au fait de travailler. C'est un ouvrage hyper intéressant. Donc on se rapproche de l'Ukraine avec ce que je voulais vous dire sur les Américains. Moi je vous ai dit déjà qu'ils avaient un budget militaire supérieur à celui du reste du monde réuni. Ce qui prouve bien aussi que c'est quand même eux qui fabriquent des armes, quoi, hein, qui ont l'intention de s'en servir. Et aussi, l'Empire américain possède un nombre absolument hallucinant, vous irez le vérifier, et je vous mets la source en commentaire de la vidéo là aussi de ça. En 2017, je n'ai pas les infos plus proches d'aujourd'hui, en 2017 les Américains possédaient donc 800, rien de moins que 800 bases militaires déclarées, officielles, en dehors de leur territoire. Ce qui est évidemment prodigieux. On pense que peut-être ils en ont 200 secrètes, ce qui fait 1000 bases dans le monde en dehors de leur territoire. Stationnées dans 177 des 195 pays du monde. Si c'est pas ça dominer le monde, je me demande ce dont il s'agit. Quel autre pays possède des bases en dehors de leur territoire? Je vous laisserai réfléchir, voir. Vous verrez un petit peu qui fait quoi. Il y a quelques nations dans le monde apparues qui possèdent quelques bases en dehors de leur territoire. Donc on a là quelque chose de surpuissant. Et pour vous le prouver, j'aimerais vous apporter les dires directs de quelqu'un qui a été le décideur, le commanditaire, le principal stratège de l'Empire américain pendant de nombreuses années, et qui a ensuite influencé, même quand il n'était pas en poste, la direction de la conduite de cet empire via ses ouvrages, qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui a un nom dur à prononcer, que je dois prononcer très mal. Et j'ai deux ouvrages de lui ici, et le premier d'entre eux, qui est en fait le deuxième en termes de chronologie, que je vais vous présenter rapidement, qui s'appelle Le Vrai Choix, qui est écrit un tout petit peu après le 11 septembre 2001, l'Amérique et le reste du monde. Je vous le présente juste pour vous en lire 4 mots. Voilà, 3 mots. L'Amérique domine tout. C'est les 3 premiers mots du derrière, hein, de la couverture de ce livre que je n'invente pas. Voilà, je pourrais poursuivre en vous disant « Jamais sa puissance militaire n'a été plus impressionnante ». Donc, Zbigniew Brzezinski a parfaitement conscience de ça et nous donne d'une façon très, très crue, presque trop crue en fait. C'est vraiment destiné aux cadres impériaux et c'est très direct. Si vous voulez, d'habitude, le marketing, la communication a superposé au langage des êtres humains normaux un langage codé, un langage de nuances, un langage de notions un peu incomprises, incompréhensibles, qui permet à tout un chacun de se replier derrière ce qu'il a envie d'entendre quand les choses ne sont pas dites très crûment. Lui, justement, il dit les choses très crûment. Donc au moins, il n'y a pas besoin d'interpréter, il n'y a pas possibilité de dire « oui, mais là, tu interprètes non, là, on a des propos carrés. Et c'est pourquoi je vais vous lire quelques extraits du deuxième ouvrage donc de Zbigniew Brzezinski, qui est le premier en chronologie des deux, qui est écrit un tout petit peu avant le 11 septembre 2001, qui s'appelle Le Grand Échiquier, qui est considéré comme un des ouvrages fondateurs de la politique américaine dans le monde après la chute du mur et du bloc de l'Est. Et il faut vraiment que vous saisissiez déjà à propos, ça c'est quelque chose de très important, des États-Unis d'Amérique. Écoutez ce que nous dit. Aucun État-nation ne pourra égaler l'Amérique dans les 4 secteurs clés de la puissance, ce que je vous ai déjà dit, à savoir les secteurs militaires, économiques, technologiques et culturels, dont le cumul lui confère un poids décisif sur le reste du monde. Ça, je vous l'avais dit. Et vous allez voir qu'on a des descriptions tout à fait précises de ce pouvoir. La priorité géostratégique est donc de gérer l'émergence de nouvelles puissances mondiales, de façon à ce qu'elles ne mettent pas en péril la puissance, la suprématie américaine. Et ça, c'est le cœur de ce qui se passe en Ukraine.
J'arrive en Ukraine, je sais que je suis long, quasiment toute personne ne m'écoute sans doute, puisque tout le monde est parti. Mais bon, bref, j'aurais fait ce que je peux. J'ai pas de connaissances en communication, en marketing, moi, contrairement à... Pourtant, je m'intéresse au fondement de ces trucs-là. Enfin bon, je fais jamais sur des réseaux sociaux, je fais pas de publicité pour ce que je fais. Ce qui au final me dessert puisque personne ne m'écoute. Mais bon, les rares qui seront là pourront pas dire que je j'ai pas creusé ce que je fais. Dans l'idée, la tâche la plus urgente consiste à veiller à ce qu'aucun État ou regroupement d'États n'ait les moyens de chasser d'Eurasie les États-Unis. C'est ça la clé. C'est ça la clé du monde. Les États-Unis ne veulent pas partager leur pouvoir. Ils veulent absolument qu'aucune puissance ne puisse s'opposer à eux dans un quelconque des 4 secteurs clés de la puissance. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec la Russie en ce moment. Et c'est pourquoi les États-Unis s'opposent absolument à ce que la Russie redevienne une puissance digne de ce nom dans le monde. En fait, ils ne peuvent pas s'y opposer, quoi. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, et du coup, on a la crise en Ukraine qui arrive. Je vais y venir. Un mot à propos de l'Europe, et j'en arrive à l'Ukraine. Je vous ai dit que l'Union Européenne était complètement soumise aux États-Unis, il y a plein de gens qui le disent, maintenant on a des historiens qui ont travaillé sur le sujet, on a des archives qui le prouvent, enfin voilà. La construction de l'Union Européenne, là aussi, ça fait partie de l'univers mental médiatique dans lequel nous vivons, c'est un truc qui a été vendu sous couvert de paix, d'union des peuples, etc. En fait, c'est un moyen de capturer les puissances qui en sont membres, de priver ces puissances d'une partie de leur pouvoir légitime, et de prendre en possession les autres parties de pouvoir vraiment intéressants, de favoriser les entreprises américaines sur les européennes. Donc c'est vraiment quelque chose de nuisible pour en fait les nations qui en sont membres. Et là, vous voyez, Brzezinski va vous le dire. Le problème, cependant, tient au fait qu'une Europe vraiment européenne n'existe pas. C'est une vision d'avenir, une idée, un but, ce n'est pas une réalité. Regardez ce qu'il nous dit Brzezinski. Pour le dire sans détour, l'Europe de l'Ouest reste dans une large mesure un protectorat américain, et ses États rappellent ce qu'étaient jadis les vassaux et les tributaires des anciens empires. Donc ça peut pas être plus clairement dit, plus brutalement énoncé. Une Europe plus vaste permettrait d'accroître la portée de l'influence américaine. Et avec l'admission de nouveaux membres venus d'Europe centrale, ce qui s'est passé, multiplierait le nombre d'États pro-américains au sein des conseils européens. Donc cette entité politique qu'on vous vend comme un marketing d'union des peuples et de pour la paix, je ne sais pas quoi, où n'a plus aucun, d'ailleurs là on est en pleine élection présidentielle 2022, aucun candidat à l'élection présidentielle ne souhaite faire sortir la France de l'Union européenne. Alors que c'est une entité nuisible à notre pays, commanditée par les États-Unis, complètement chapeautée par eux, et que c'est complètement maintenant connu et su des historiens, des archives déclassifiées, et c'est dit de façon claire par les géostratèges américains. Comment douter que tous ces gens-là sont de près ou de loin des agents de l'ennemi? Ce sont des gens qui travaillent pour cet empire, ce sont des gens qui sont à minima complètement colonisés culturellement ou qui par souci électoralisme ont compris que la population de toute façon était tellement pro-Europe qu'elle ne pouvait jamais se permettre de dire ce qui est vraiment, ni faire ce qu'il faudrait pour le bien de cette propre population. Vous savez, Dieu se moque des gens qui chérissent les causes dont ils maudissent les conséquences. Ben écoutez, la majorité de la population française aime l'Europe et déteste s'appauvrir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'indépendance de l'Ukraine. Nous arrivons au sujet. L'indépendance de l'Ukraine modifie la nature même de l'État russe. De ce seul fait, cette nouvelle case importante sur l'échiquier eurasien devient un pivot géopolitique. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie, un empire aux yeux de Brzezinski dans ce livre. C'est une nation qui compte, qui conteste aux États-Unis l'une des 4 puissances, même régionalement. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie, et quand bien même elle s'efforcerait de recouvrer un tel statut, le centre de gravité en serait alors déplacé, et cet empire pour l'essentiel asiatique serait voué à la faiblesse, entraîné dans des conflits permanents avec ses vassaux, agité d'Asie centrale. Ceux-ci n'accepteraient pas sans combattre la perte de leur indépendance récemment acquise, je vous rappelle qu'on parle après la chute du mur de Berlin, et s'assurerait le soutien de leurs alliés islamiques du Sud, tandis que la Chine, qui manifeste un intérêt croissant pour les nouveaux États d'Asie centrale, s'opposerait sans doute à la restauration de la mainmise russe. Pour Moscou, en revanche, rétablir le contrôle sur l'Ukraine, un pays de 52 millions d'habitants, aujourd'hui 60, doté de ressources nombreuses et d'un accès à la mer Noire, c'est s'assurer les moyens de redevenir un État impérial puissant, s'étendant sur l'Europe et l'Asie. La fin de l'indépendance ukrainienne aurait des conséquences immédiates pour l'Europe centrale.
C'est ça qui est absolument clé à comprendre, c'est que la Russie sans l'Ukraine est vouée à disparaître en fait. Elle est vouée à rester une puissance mineure, et elle est vouée à ne jamais contester la puissance américaine où que ce soit dans le monde. C'est pour ça que les États-Unis ne veulent pas que la Russie récupère l'Ukraine, et c'est pour ça qu'ils ont mis autant de moyens à tout faire pour que cette Ukraine bloque les intérêts stratégiques russes jusqu'au point où ceux-ci n'ont pas pu faire, visiblement en tout cas, ont décidé de lancer une invasion du pays. Que je ne justifie pas, mais que j'explique. Que je ne justifie pas, mais que j'explique. En aucune façon, une guerre ne se justifie. C'est toujours ignoble, ça tue toujours des gens, et c'est toujours quelque chose d'affreux. Mais simplement, ça, on peut la comprendre, on peut comprendre les ressorts, on peut comprendre les responsabilités, les co-responsabilités, on peut comprendre les va-t-en-guerre, et on peut comprendre ceux qui ont cru, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, se sentir obligés d'y participer à cette guerre. Ça, on peut le comprendre. Écoutez ça. Au cours de la période suivante, soit de 2005 à 2010, Brzezinski a un peu d'avance, l'Ukraine pourrait à son tour être en situation d'entamer des négociations en vue de rejoindre l'UE et l'OTAN. Le point clé, qui a été répété par les Russes année après année, l'Ukraine ne doit pas rejoindre l'OTAN, ce sera la frontière pour nous entre l'acceptation et la guerre. Tant que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, tout nous va. Lui-même le dit que l'Ukraine arrive dans l'OTAN. L'OTAN, je vous rappelle, pour ceux qui écoutent vraiment, l'OTAN c'est une organisation militaire sous contrôle américain. Ça n'a rien à voir avec l'ONU, je vois pas mal de gens confondent l'OTAN et l'ONU. Une question essentielle se pose. Ce scénario se déroulera-t-il dans un environnement apaisé ou dans un contexte de tension croissante avec la Russie? Le scénario en question, c'est évidemment l'idée que les Russes restent une nation petite. Est-ce qu'ils vont l'accepter ou est-ce qu'ils vont pas se laisser faire? Et vous allez voir que c'est dit de façon très claire. Quant à l'émancipation de l'Ukraine, elle a privé la Russie de sa mission la plus symbolique, d'une vocation confinant au droit divin, son rôle de champion de l'identité panslave. C'est un traumatisme la perte de l'Ukraine pour la Russie. C'est la perte de l'Ukraine qui a soulevé les questions les plus épineuses pour la Russie. L'apparition de l'État ukrainien indépendant constitue une régression géopolitique radicale qui a contraint les Russes à s'interroger sur les fondements de leur identité politique et ethnique. En tirant leur révérence de manière abrupte, les Ukrainiens ont mis un terme à plus de 300 ans d'histoire impériale. Ils ont dépossédé leurs voisins d'une économie à fort potentiel, riche de son industrie, de son agriculture, d'une population de 52 millions d'habitants, et dont les origines, la civilisation et les traditions religieuses étaient si proches de celles des Russes, que les liens impériaux ont toujours, pour ces derniers, relevé de l'évidence. Par ailleurs, l'indépendance ukrainienne a privé la Russie de sa position dominante sur la mer Noire, alors qu'Odessa servait traditionnellement de point de passage pour tous les échanges commerciaux russes avec le monde méditerranéen et au-delà. Il suffit de regarder une carte pour comprendre que l'un des principaux problèmes historiques russes, c'est évidemment l'accès à la mer. C'était l'un des grands point de Pierre le Grand, qui a cherché à agrandir la Russie en faisant la guerre avec l'Empire ottoman puis avec la Suède, parce qu'il voulait s'emparer des ports de la mer Noire, puis ensuite des ports de la mer Baltique. Les Russes ont un traumatisme, ils n'ont pas d'accès à la mer. C'est on doit avoir les terres les plus étendues du monde, ils n'ont aucun accès à la mer digne de ce nom. À l'est, c'est des eaux, il y a toujours des détroits avec le Japon, les îles Kouril, Sakhalin, etc. là-bas. Ce sont des détroits qui sont mal contrôlés. Au nord, c'est que des mers gelées la plupart du temps, le reste de l'année, c'est extrêmement difficile d'y faire quoi que ce soit. Et pour les guerres, et pour les mers intérieures, les mers Baltiques, il y a de nouveau les détroits après là-bas du Danemark, au sud avec la mer Noire, il y a encore les détroits du Bosphore et des Dardanelles, et puis ensuite encore les détroits de Suez ou de Gibraltar à franchir. Donc ils sont enclavés au niveau des mers, les Russes. Donc perdre l'Ukraine, c'est perdre leur accès à la mer Noire. Ils n'ont pas beaucoup d'accès à la mer. La mer Noire, c'est leur meilleur accès. C'est des mers chaudes, des mers pratiques pour commercer. Donc c'est une chose qu'ils ont acceptée avec d'énormes difficultés. Les États-Unis visent, là écoutez, Brzezinski, c'est clair, c'est direct, c'est dit avec sans détour, une réorganisation des relations entre les États dans l'ensemble eurasien. Ils se permettent de se mêler ce qu'ils ne les regardent pas. À 6000 km de chez eux, ils réorganisent les États, qui évite l'émergence d'une grande puissance régionale sur le continent et favorise l'épanouissement d'un ensemble de puissances moyennes, stables et modérément déterminées. Ça veut dire qu'elles ont un faible patriotisme, un faible amour de soi. Quelque chose de respectable, pas trop, voilà. Des gens fiers d'eux-mêmes. Par contre, ils encouragent la fierté américaine chez les Américains. Ça, ils l'encouragent. Ils ont compris que c'était un moteur dans le monde. Et surtout, et là je continue à vous lire, écoutez ça, et surtout inférieur aux États-Unis. Donc, le but des États-Unis, c'est d'éviter l'émergence d'une grande puissance régionale sur le continent, de favoriser l'épanouissement de puissances, d'un ensemble de puissances moyennes, stables, modérément déterminées, et surtout inférieures aux États-Unis.
du point de vue de leurs aptitudes, même si elles se fédéraient. De ce point de vue, la question ukrainienne a agi comme un révélateur. Dès 1994, Washington accorde la priorité aux relations américano-ukrainiennes. Sa détermination à soutenir l'indépendance du pays est généralement perçue à Moscou comme une intrusion dirigée contre les intérêts vitaux de la Russie, laquelle n'a jamais abandonné l'idée de recréer un espace commun. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et la réintégration de l'Ukraine reste à ce jour une position de principe qui recueille le consensus de la classe politique russe. Voilà. Évidemment, ces vues se heurtent à celles américaines. L'Amérique et l'Allemagne, alors écoutez ça, c'est fou, hein, ont dès le milieu de la décennie pris fermement position en faveur de Kiev, capitale de l'Ukraine. En juillet 1996, le secrétaire d'État américain à la Défense parlait de l'importance à ses yeux inestimable de l'indépendance ukrainienne pour la sécurité et la stabilité en Europe. Mais encore une fois, de quoi je me mêle? On le voit, la stabilité de la situation en Europe aujourd'hui, elle est super stable. Vraiment, bravo. En septembre de la même année, le chancelier allemand, encore une fois, lui, de quoi je me mêle. Les Allemands, vous savez, qui sont responsables au siècle dernier des plus grands crimes de l'histoire humaine, dont pratiquement la totalité ont lieu sur le territoire de la Pologne et de l'Ukraine. Et ils viennent comme ça se mêler derrière de ce qui se passe là-bas, après avoir commis les atrocités les plus incroyables de l'histoire humaine, sans doute. En septembre de la même année, le chancelier allemand, en dépit de son soutien marqué au président Boris Yeltsin, s'est engagé plus avant en déclarant « L'Ukraine tient en Europe une place que personne ne peut discuter. Son indépendance et son intégrité territoriale ne souffriront pas de remise en question. » Encore une fois, de quoi je me mêle. Aux États-Unis, les hautes sphères gouvernementales qualifient désormais la relation avec l'Ukraine de partenariat stratégique, utilisant à dessein la dénomination en vigueur pour les relations américano-russes. Comme nous l'avons déjà noté, aucune restauration impériale, qu'elle s'appuie sur la CEI ou sur un quelconque projet eurasien, n'est possible sans l'Ukraine. Un empire russe amputé de ce territoire serait plus asiatique qu'européen. Et voilà l'idée que veulent absolument faire avaler les États-Unis à la Russie. L'Ukraine constitue l'enjeu essentiel. Je continue à lire. Le processus d'expansion de l'Union européenne et de l'OTAN est en cours. À terme, l'Ukraine devra déterminer, évidemment, si elle souhaite rejoindre l'une ou l'autre de ces organisations pour renforcer son indépendance. Il est vraisemblable qu'elle choisira d'adhérer aux deux. Comme si on était indépendant alors qu'on était soumis à leurs institutions aux Américains. On en sait quelque chose de l'indépendance. Il n'y a plus rien qui est décédé ici quand on est soumis à leurs deux institutions, OTAN et Union européenne. Dès qu'elles s'étendront jusqu'à ses frontières, ce qui prouve bien que les propos russes et la méfiance russe est parfaitement justifiée. Vous vous doutez bien que les services russes connaissent ce genre de propos, savent que Brzezinski influence la politique américaine, connaissent le fait que les États-Unis ne respectent jamais leurs paroles, via l'exemple avec les traités amérindiens et d'autres beaucoup plus récents, savent que les États-Unis contrôlent les médias occidentaux et appuient systématiquement sur les défauts de leurs opposants sans jamais, évidemment, aller dans les deux côtés et montrer les défauts de cet empire ou l'idée que leurs agressions seraient injustes. Au contraire, on nous les présente comme des choses super, libérer les peuples, etc. Une Ukraine dans l'OTAN, c'est trop dangereux de leur point de vue. Ça veut dire que des bases américaines peuvent s'installer sur place, ce qui est déjà d'ailleurs un petit peu installé bien avant. Ils commencent à s'émisser tranquillement. Ça veut dire que des missiles nucléaires pourraient être mis sur le territoire ukrainien. C'est une menace directe pour les Russes, en fait. Bien que l'échéance soit encore lointaine, il écrit ça en 97, je crois, l'Ouest pourrait dès à présent annoncer que la décennie 2005-2015 devrait permettre d'impulser ce processus. Ainsi, les Ukrainiens auraient la certitude que l'extension de l'Europe ne s'arrêtera pas à la frontière ukraino-polonaise. Dès à présent, l'Ouest peut renforcer ses liens de coopération et de sécurité avec Kiev. Malgré toutes ces protestations, la Russie acceptera sans aucun doute la première étape de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, prévue pour 1999. Ils n'ont pas eu le temps de réagir, les Russes, c'est ce qui s'est passé. Pologne, États baltes, etc. Un véritable gouffre culturel et social s'est creusé entre elles et les pays candidats depuis la chute du communisme. Aussi n'a-t-elle aucune raison de s'entêter dans une cause perdue. En revanche, l'intégration de l'Ukraine bouleverse les certitudes les plus enracinées. L'admettre, c'est reconnaître que le destin de ce pays ne dépend plus d'un lien organique avec la Russie. La survie de l'Ukraine comme État indépendant suppose qu'elle s'arrime fermement à l'Europe centrale et s'émancipe de la région eurasienne. En toute logique, il lui revient de partager les liens que l'Europe centrale entretient avec l'OTAN et l'Union européenne. L'attitude de la Russie sur ce sujet servira de révélateur. Aura-t-elle choisi de devenir un acteur européen, ou alors, en rejetant cette option, s'entêtera-t-elle à poursuivre une identité eurasienne et un destin solitaire, et émaillé de conflits avec son proche voisin? Ça, ce sont ses interprétations, vous savez. Lui, il souhaite évidemment que la Russie ait un destin de destruction, qui ne se rassocie pas à l'Ukraine, maintenir, je vous rappelle, les puissances inférieures aux États-Unis. Et vous allez voir, il vous le dit directement après.
La Russie ne peut pas être en Europe si l'Ukraine n'y est pas, alors que l'Ukraine peut y être sans la Russie. On ne doit jamais perdre de vue ce constat simple et crucial. Dans le cas où la Russie miserait son avenir sur l'Europe, l'intégration de l'Ukraine servirait ses intérêts. De ce point de vue, les relations entre l'Ukraine et l'Europe peuvent constituer la pierre de touche du destin de la Russie. C'est ce que nous voyons, hein, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, au lieu de déployer de vains efforts afin de recouvrer le statut de grande puissance qu'elle avait dans le passé, l'élite politique russe devrait comprendre que la Russie doit avant tout se moderniser. Qu'est-ce que ça veut dire se moderniser en son langage? Ça veut dire accepter la réalité que les États-Unis lui imposent. Étant donné son étendue et sa diversité, un système politique décentralisé, fondé sur l'économie de marché, ça veut dire l'accès aux matières premières sibériennes, en fond de cette question. Parce que la Russie a le territoire le plus vaste du monde. Aujourd'hui, je crois que c'est 45% des exportations mondiales. C'est le principal réservoir de ressources et de matières premières au monde qui intéresse le 21e siècle. Les États-Unis convoitent ça à mort. Ils veulent s'en emparer à tout prix et l'intégrer au marché mondial pour que leurs entreprises en fassent leurs bénéfices et contrôlent ces ressources. Une Russie plus décentralisée aurait moins de visée impérialiste. Vous en doutez bien, c'est qu'elles ne reviennent pas à un pays. Une confédération russe plus ouverte qui comprendrait une Russie européenne, une république de Sibérie et une république extrême orientale. Voilà le projet de l'Empire américain pour la Russie. Et bien la Russie aujourd'hui elle a dit non. Elle a dit non d'une façon terrible, injuste, brutale, agressive, mais elle a dit non. Donc ce que je voulais vous dire en propos, et ensuite je finis avec les sources, et on en aura fini. Les USA veulent contrôler l'Eurasie et éviter l'émergence de nations capables de les évincer de la région. Ils souhaitent également affaiblir et morceler la Russie, qui possède le territoire le plus vaste du monde avec des ressources absolument énormes et convoitées par leurs entreprises et cet empire. De plus, ils ont tissé des liens très importants avec l'Ukraine et influencent largement la politique de ce pays. Je viens de vous le lire. Je vous mets 3 preuves en lien de cette vidéo en plus. Je vous mets une vidéo dans laquelle le président Biden, au moment où il n'était pas encore président, se vante d'avoir acheté des élites sur place à coût de milliards de dollars. On a également une conversation téléphonique secrète qui a été interceptée, qui a été rendue publique d'une américaine œuvrant pour le gouvernement, qui sur place en Ukraine se charge avec un responsable sur place ukrainien de décider qui sera membre du gouvernement ukrainien, qui ne le sera pas, qui doit y aller, qui ne doit pas y aller. Et ensuite un lien avec maintenant désormais la révélation d'un programme secret de la CIA sur place en Ukraine. 3 autres preuves, en plus de ce que je vous ai dit, que Sibou Brzezinski reconnaît. Il y a beaucoup de témoignages de toute façon maintenant, hein, qui augmentent de plus en plus les éléments attestant des liens étroits et secrets entre le gouvernement de Kiev et les USA. Vous irez voir d'ailleurs le passé du président ukrainien qu'aujourd'hui on nous vante comme un héros, qui est en fait un acteur. Vous irez voir, jouer dans des fictions. Bon bref, donc ces gens-là recrutent. Hein. Voilà. Le rôle des États-Unis dans les différentes révoltes de ce pays, hein, on sait qu'il y a eu des soubresauts politiques au début de ce siècle, et des aides militaires que ce pays envoie. La Russie, quant à elle, elle est traumatisée par l'agression nazie. Sa géographie lui commande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de créer un glacis de nations à sa frontière avec l'Europe afin de se sentir en sécurité. L'Ukraine constitue son plus important problème et les USA le savent parfaitement. La Russie a indiqué régulièrement son problème avec l'Ukraine aux yeux du monde et cherchait à obtenir des garanties pour sa sécurité. Elle souhaite que l'Ukraine soit un minimum neutre vis-à-vis de l'OTAN et des USA, ce qui n'est pas du tout le cas en fait du régime actuel qui est dans la main des USA, je vous l'ai dit. De toute façon, face aux USA, aucune garantie ne vaut, je vous ai donné l'exemple des traités indiens. Encore une preuve avec l'accord oral sur la non-extension de l'OTAN à l'ouest. Ça, c'est une chose qui avait été non écrite. Il y a de très nombreux témoins là-dessus. C'est que les États-Unis se sont engagés oralement auprès des Russes, une fois que le mur avait été tombé dans les années 90, à ne pas s'étendre l'OTAN vers eux. En fait, ils ont menti. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été témoins de cette conversation. Déjà, le président Poutine l'a rappelé. Il y a ensuite quelqu'un qui s'appelle Paul-Marie Couteau. Vous irez voir, je vous mets une vidéo de Paul-Marie Couteau en lien qui l'a rappelé. Hein. Il y a Hubert Védrine qui l'a rappelé, il y a Roland Dumas qui l'a rappelé, il y a Alain Juillet qui était membre des renseignements généraux qui le rappelle également, et beaucoup d'autres personnalités. Vous irez voir qui sont les gens que je cite. Ce sont que des gens qui ont été haut placés dans les affaires internationales. Le peuple ukrainien, quant à lui, il est victime de l'Empire américain. Qui l'a placé dans cette situation pour nuire à la Russie, et aujourd'hui il se retrouve face au coup de sang de l'ours russe qui a décidé d'être agressif.
Mais évidemment, on regrettera cette agressivité, on la comprendra via ce qu'on lit, on l'excusera pas pour autant, mais on trouvera tout autant tragique la situation du peuple russe. Aujourd'hui, à la frontière entre les deux empires, qui se retrouve sur, finalement, sur son territoire, et livrer une guerre par nation interposée contre les États-Unis et la Russie, c'est assez évident. Donc pour moi, c'est ça qui se passe. J'espère de tout cœur que ça cessera le plus vite possible et qu'il y aura le moins de victimes humaines possible. Mais ça, c'est pareil. La propagande de guerre nous apprend que les États-Unis insistent sur les victimes civiles faites des autres camps. Terrible, horrible, hein, je reviens pas ça en cause. Mais ils ne parlent pas de leurs propres victimes civiles à eux. Ils ne parlent pas du fait que dans les différentes guerres en Irak, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, en Yougoslavie, ils ont massacré des quantités énormes de civils. Oh, les médias occidentaux n'en ont pas beaucoup parlé de ça. Pourtant, c'est vrai. Et aujourd'hui, en Ukraine, le camp ukrainien se sert de civils comme bouclier pour ses troupes dans différentes villes. Puisque les Ukrainiens utilisent comme stratégie de faire des chaudrons, vous savez, se replient sur les villes qui sont beaucoup plus difficiles à conquérir que les terrains vagues. Et donc forcément dans les villes il y a des populations. Et les forces ukrainiennes empêchent à certains endroits les populations civiles de partir pour inciter les Russes à retenir leurs tirs, à pas vouloir faire trop de morts, et donc s'en servent finalement comme bouclier humain. Mais ça, tous les camps de toutes les guerres ont eu pratiqué ce genre de choses. Donc il faut pas voir qu'un camp sans l'autre. Poutine. Et j'ai conscience qu'ici, visiblement, moi je regarde pas les médias d'ici, mais enfin on n'arrête pas de m'expliquer que Poutine est présenté comme un fou furieux isolé. C'est grotesque. Je vous mets en lien une vidéo de François Asselineau qui a fait une superbe analyse sur l'attitude générale des pays du monde. Évidemment qu'énormément de pays du monde, et si on compte en population, une large majorité de la population humaine, ne désavoue pas cette invasion. Évidemment, la plupart des pays du monde ont émis une protestation de principe. Personne ne peut se réjouir de la guerre. Mais par ailleurs, n'ont pas du tout cessé la moindre relation avec la Russie, au contraire. Donc Poutine n'est absolument pas isolé, et donc n'est pas fou. Tout ce qui le présente seul et isolé est absurde. Il s'agit de propagande grossière. Il a évidemment enfreint le droit international, ce qui est parfaitement condamnable, et que je condamne. Mais au regard de ce que nous venons de voir, son but est de trouver par là une situation convenable, selon lui et d'après une méthode qu'on peut regretter, mais qui est celle qu'il a choisie. On aurait espéré qu'il en choisisse une autre. Pour une Ukraine sous contrôle direct ou indirect, plus ou moins coupée en morceaux, mais en tout cas garantissant sa sécurité et redonnant à la Russie des moyens de se pérenniser sur le long terme, et de contester la puissance américaine en Eurasie. En même temps, de quoi se mêle-t-on? La Russie se mêle-t-elle des relations internationales sur le territoire amérindien? Américain, oui, amérindien, je parle des Amérindiens, c'est toujours présent, mon esprit, les pauvres. Pour moi, ils sont toujours là. La Russie se mêle-t-elle des relations géopolitiques sur le territoire américain? Quiconque, d'ailleurs, se mêle-t-il de ce qui se passe ailleurs sur Terre que dans sa sphère régionale, à part les États-Unis? Cette intervention possède donc une logique, indépendamment de son caractère évidemment condamnable. C'est une riposte à l'avance de l'OTAN, donc des États-Unis, de son territoire. Macron, il obéit à l'Empire américain, il agit contre les intérêts de la Russie, mais aussi et surtout contre ceux de la France, pour qui la Russie est un allié naturel et un partenaire d'immense importance. On peut regretter que ce partenaire ait mal agi tout de suite, on peut comprendre les raisons de sa malaction, on peut le respecter pour autant, on peut continuer à avoir de bonnes relations avec lui pour autant. Se couper des relations russes et vouloir émettre des sanctions contre la Russie, c'est grotesque, en fait. La Russie a plus de matières premières que n'importe quel autre pays au monde, et bien évidemment, inimaginablement plus que notre pays, la France. La seule réalité des sanctions contre la Russie, c'est en fait contre le peuple français. Je voyais encore ce matin un journal titrant « Il va falloir faire des économies et des efforts ». Mais foutez de la gueule de qui? Les sanctions, c'est contre le peuple français, en fait. C'est pas contre autre chose. Les Russes, ils en ont rien à faire des exportations, même au contraire. Je vous ai mis en lien vidéo des explications d'économistes qui expliquent pourquoi les sanctions, finalement, profitent à la Russie. Pour un certain nombre de raisons. Et, bon, leur nuisent sur d'autres aspects, mais la balance est en leur faveur. Alors, je dis pas que c'est forcément le cas, que ces analystes ont forcément raison totalement. En tout cas, ce que je dis, c'est que nous, ça nuit, chez nous, énormément. Et ça va nuire solide. Voilà. Macron apparaît comme une créature
comme une créature de l'Empire américain, auprès de toutes les diplomaties du monde. Il est absolument ridicule avec ses photos marketing, avec un pull mal rasé pour imiter l'autre acteur américain. Ce sont ces deux acteurs américains, peut-être ils ont les mêmes conseillers de com qui leur demandent les mêmes positionnements. Bon, tout le monde le sait dans le monde. Il n'y a que la population française qui croit le contraire parce qu'elle est matraquée par la presse que Macron paye solidement pour ça. Je vous mettrai là aussi un lien pour ce que je vais vous dire là. Macron a donné 483 millions d'euros durant son mandat, à minimum. J'ai pas forcément tout trouvé, mais ce que j'ai trouvé, c'est 483 millions d'euros, à minimum, donc, à la presse française durant son mandat. 483 millions d'euros. Voilà. À partir de là, on va pas leur en dire du mal. Ah, ça serait quand même bizarre, vous voyez dire du mal de quelqu'un qui vous donne 483 millions d'euros et qui en plus a du pouvoir sur vous, juste après qu'il vous ait donné cette somme. Donc cela permet de rester à l'Empire américain de rester bien planqué derrière son obligé Macron qui passe en première ligne et son Zelensky qui passe en première ligne aussi. Et la médiatique, parce que la première ligne réelle, c'est le peuple ukrainien qui a rien demandé, qui prend des bombes, lui. Conséquence pour la France, on va vers un appauvrissement massif. Je vous ai mis des liens pour l'absurdité de ces sanctions, je vous l'ai dit. Biden a d'ailleurs déclaré qu'on allait vers des pénuries alimentaires mondiales. C'est pas moi. Il est question d'utilisation d'armes chimiques par les Russes sur leur propre population. Ça, c'est un classique de la propagande de guerre. Que ce soit vrai ou faux n'est pas le propos. La propagande de guerre utilise des armes qui sont particulièrement ignobles comme outil pour justifier une augmentation de l'intensité de guerre. Donc, en fait, elle dit « L'ennemi a utilisé une arme chimique ». La population est atrocement choquée. Et ça permet de justifier l'augmentation de l'intensité de la guerre que l'on mène à ce pays. Que ce pays ait vraiment utilisé des armes chimiques ou pas, n'est pas la question. C'est l'utilisation de la propagande médiatique derrière cette utilisation qui est le cœur de ce que je dis. C'est que c'est, avant toute chose, pointer le doigt sur les crimes de l'adversaire et jamais sur les siens. Et dans l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle, ce sont évidemment les États-Unis et l'OTAN, les principaux pourvoyeurs de guerre et les principaux responsables de victimes civiles dans le monde. Je dis pas que les autres n'en ont pas fait, que c'est pas horrible et que c'est pas naturellement justifiant notre indignation. J'espère qu'on a bien compris mon propos. Au regard des éléments précédents, peut-on faire confiance au gouvernement des États-Unis et à leur porte-parole en France pour se faire une opinion sur quoi que ce soit qui se passe en Ukraine? Je vous préviens profondément, ne me croyez pas à moi et ne croyez surtout pas les médias, quoi. Faites-vous une opinion. 51 vidéos, 24 ouvrages, là, j'amène, putain. J'essaie de faire ce que je peux, quoi. Hein. Donc, comme source, et pour avoir un autre point de vue, je vous conseille d'écouter pour forger une opinion, si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez faire autre chose. Hein. Tout le monde n'a pas vocation à avoir une opinion sur les guerres mondiales, hein, sur les guerres qui se passent dans le monde, sur les conflits entre puissances majeures. Hein. C'est pas grave, en fait. Et dites-vous toujours que s'il est naturel de s'indigner pour les victimes d'un camp, est-ce qu'on vous a montré les victimes de l'autre camp? Est-ce que vous vous êtes indigné pour ces victimes-là aussi? Et c'est ça toujours qu'il faut avoir à l'esprit. Donc je vous conseille d'écouter pour faire une autre opinion. Romain Bessonnet. Romain Bessonnet qui fait des analyses particulièrement intéressantes sur le monde russe et sur Vladimir Poutine. Je vous conseille d'écouter la chaîne du Canard Réfractaire qui a fait 3 vidéos que je trouve particulièrement intéressantes pour creuser la question, pour essayer d'englober un point de vue beaucoup plus large. Je vous conseille d'écouter Georges Kuzmanovic, qui est quelqu'un qui a essayé de se présenter à l'élection présidentielle, qui est quelqu'un qui veut faire sortir la France de l'Union Européenne. C'est déjà un gage de qualité, ça, parce qu'il sait que c'est les États-Unis qui contrôlent ça et il veut et que c'est cette entité qui nous appauvrit. Donc vous savez, dès que quelqu'un veut ça, c'est qu'il y a peut-être du fond. Dès que quelqu'un veut pas ça, c'est qu'il veut pas par marketing politique ou par incompréhension de la situation. Donc Georges Kuzmanovic qui a fait une belle vidéo sur les liens entre la Russie et l'Ukraine et selon lui les raisons du conflit. Je vous conseille d'écouter ça. La chaîne Aventure Slave qui est quelqu'un qui a de la famille sur place et qui nous donne son regard. La radio et télévision suisse qui nous a donné un documentaire sur le fascisme en Ukraine que je vous conseille d'aller écouter.
Je vous conseille d'écouter aussi quelqu'un qui s'appelle Jacques Beau, qui est un ancien membre du renseignement stratégique suisse, qui a donné un témoignage particulièrement intéressant. C'est toujours intéressant, les membres de renseignement, hein, qui sont plus en service, et les anciens. Ils ont quand même pas mal d'infos, ils étaient au cœur des secrets. Et lui, notamment, hein, la vidéo en question s'appelle « Les Américains ont instrumentalisé l'Ukraine de façon perverse ». C'est pas moi qui le dis. Anne-Laure Bonnel, qui est une reporter indépendante, et qui nous donne la chance d'avoir des informations issues directement sur place, qui a pris beaucoup de risques pour aller sur place, et qui nous donne une vidéo qui nous dit 200 guerres par an, lesquelles sont médiatisées. C'est une façon de vous dire, il existe de vastes quantités de conflits dans le monde dont personne ne parle jamais, et les conflits médiatisés le sont toujours dans un sens précis. Vous devriez toujours vous demander de quel conflit dans le monde on ne vous parle pas, et toujours de, quand on vous en parle, pourquoi on vous dit que tel camp est le bien, tel camp est le mal. Trouble fait, qui est quelqu'un qui fait un travail superbe sur une vaste quantité de sujets, et qui là a fait une belle vidéo de synthèse, je trouve. Ukraine, comment en est-on arrivé là? Résumé des raisons du conflit. Je vous conseille d'écouter Pierre-Marie Couteau. Je vous laisserai découvrir qui est Pierre-Marie Couteau, qui est quelqu'un qui était dans la sphère politique française, et qui parle avec beaucoup de présence et de puissance, et qui dit des choses particulièrement justes, et qui donc nous a fait là une vidéo. Il est interviewé par Sud Radio, écoutez Sud Radio, l'émission d'André Berkoff en particulier, de grande qualité, avec des invités souvent valeureux. Vidéo donc de Pierre-Marie Couteau, à se demander si l'on n'entre pas dans une ère totalitaire. La chaîne de géopolitique Terabellum, dont je vous conseille toutes les vidéos, en particulier celle sur la France, très juste, qui là nous a fait 2 belles vidéos. Pourquoi la guerre en Ukraine va changer le monde, et guerre en Ukraine, point de la situation réaliste, entre parenthèses un peu trop. Je vous renvoie vers ces 2 vidéos qui ont un ton très différent toutes les deux, et qui sont très fortes de perspective, pour moi. Je vous donne la source Wikipédia des bases américaines dans le monde pour vous prouver que je vous mens pas. Je vous donne la source de Joe Biden qui avoue qu'il s'ingère à coups de milliards de dollars en Ukraine. Je vous donne la source des conversations de Victoria Noland avec un agent sur place qui s'appelait Piat, qui décide de qui fait le gouvernement ukrainien il y a des années. Je vous donne ensuite une autre source très importante, Gérard Chalian. Vous irez découvrir qui est Gérard Chalian, qui est géostratège, et qui nous a là aussi donné une vidéo que je trouve très bien. L'Occident en conflit, ce ne sont que des belles paroles. Encore quelqu'un qui accentue sur les propagandes médiatiques. Vous irez voir, je trouve ça super. François Asselineau qui nous a fait une superbe analyse sur l'absence d'isolation de la Russie dans le monde. C'est évidemment les États-Unis qui sont en fait isolés dans le monde, et nous à leur traîne, et le monde occidental. Et ce sera vrai de plus en plus. Le programme secret d'aide de la CIA en Ukraine avec son lien pour que vous voyez que c'est vrai. 2 vidéos d'Alain Juillet, ancien membre des renseignements généraux français, qui donne beaucoup d'informations très intéressantes. En particulier sur une interview notamment qu'il a donnée sur Je suis pas content TV. Je vous conseille d'écouter Je suis pas content TV sous forme d'humour. On a quelqu'un qui sort quand même des incohérences gouvernementales, des mensonges médiatiques, des scandales, des affaires sur des politiciens. Bon, je trouve ça assez sympa. Hélène Carrère d'Ancos. Vous irez voir aussi, Hélène Carrère d'Ancos, c'est particulièrement réfléchi. Comprendre le monde, que veut Poutine? Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec toutes les personnes que je cite ici. Hélène Carrère d'Ancos, parfois je ne suis pas d'accord avec elle, mais c'est quelqu'un qui a 50 ans d'expérience de plus que moi dans les relations géopolitiques, donc je me tais quand j'écoute Hélène Carrère d'Ancos. Charles Gave. Charles Gave, à propos des sanctions économiques, la Russie peut tenir 2 ans, la France 2 mois. Mon titre évocateur du grotesque de cette affaire, qui fait rire dès que les caméras sont éteintes, n'importe qui a conscience du monde. Et qui fait pleurer sur le sort du peuple français, pour quiconque a aussi conscience du monde en fait. Charles Gave, hyper intéressant à écouter. TV Liberté, je vous conseille d'aller écouter les journaux de TV Liberté, qui offrent un autre point de vue, hein, on n'est pas obligé de les croire, mais enfin ça contraste avec celui des médias classiques. Et qui là nous ont fait un JT particulièrement bien, je trouve, le 24 mars, Ukraine, Zelensky, président du monde. La promotion vertigineuse de cette personne démontre de toute façon qu'elle a un lien avec les principaux responsables des grands médias du monde occidental, et donc avec les États-Unis.
Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait travaillé comme acteur. Vous irez voir Zelensky, vous vous renseignerez, vous ferez vos recherches. Sur les finances derrière le personnage aussi, faites des recherches, vous verrez. Investigation et Michel Collomb. Michel Collomb, qui est un journaliste belge, j'ai déjà cité, qui fait un travail formidable sur les guerres de l'impérialisme américain à travers le monde, et qui a notamment très récemment eu un entretien, qui cite dans une vidéo récemment, l'entretien est un peu plus ancien, avec un agent de la CIA. C'est prodigieux à voir, ça dure une minute. Après, les vidéos de Michel Collomb sont plus longues, c'est merveilleux à écouter, d'érudition. Mais l'entretien avec l'agent de la CIA dure une minute, c'est prodigieux, quoi. Vous avez un agent de la CIA qui discute avec Michel Collomb et qui... Michel Collomb lui dit donc en gros, la propagande médiatique dans le monde occidental, c'est l'idée que la Russie et que le reste du monde associé à la Russie serait les ennemis, le mensonge, les fauteurs de guerre, etc., les menteurs, ceux qui exploitent leur peuple, et que les États-Unis et la sphère occidentale seraient les gentils, le camp du bien, ceux qui interviennent pour la démocratie, etc. Et on a cet agent de la CIA qui avec de grands yeux nous dit, et c'est sidérant que les gens croient ça. C'est le cœur de notre propagande médiatique depuis 75 ans. Que les Américains, qui ont un niveau culturel plus bas que celui des Européens, y croient, c'est déjà étonnant. Mais que les Européens y croient aussi en majorité, c'est proprement hallucinant. Alors que c'est quelqu'un qui œuvre à cette propagande, c'est quelqu'un qui agit pour l'Empire. Et là, il le dit de façon crue, en conversation avec Michel Collomb. Allez voir, je vous mets le lien. L'idée qu'on puisse penser que la Russie est l'agresseur dans le monde, ça le fait bidonner, quoi. Ne serait-ce qu'en comparant les budgets militaires, mais bon. Je vous ai mis deux vidéos de Michel Collomb, je trouve particulièrement bien sur le sujet. Je vous ai mis aussi le lien où le président Biden américain parle des pénuries alimentaires dans le monde. Je vous ai mis un lien qui en parle. Je vous ai mis aussi le lien des conversations avec Poutine d'Oliver Stone, réalisé et sorti en 2017 si je ne m'abuse. Ce sont des conversations de 4 fois, sous format documentaire, 4 fois 50 minutes en gros, qui sont très très enrichissantes. Quelle que soit votre opinion de Vladimir Poutine, encore une fois, ne vous forgez pas une opinion sur un sujet ou sur une personne sans avoir longuement étudié le sujet ou la personne. Et à propos de vagues brèves dans les médias, là vous avez un document de 4 heures de conversation sur une grande quantité de sujets par Oliver Stone, grand réalisateur de cinéma américain, qui nous a sorti des scandales de Snowden, qui nous a fait Platoon sur l'ignoble activité américaine dans cette région du monde, pour une des guerres les plus infectes que l'histoire ait jamais connues, qui a des séquelles sur le peuple vietnamien toujours aujourd'hui. Les Américains ont largué plus de bombes dans l'Asie du Sud-Est que dans toute la Seconde Guerre mondiale réunie. Ils ont lancé des agents chimiques sur les forêts, ils ont lancé des poisons qui donnent des malformations sur les enfants vietnamiens encore aujourd'hui. Pour aller plus loin et mieux comprendre les méthodes et l'ampleur de l'hégémonie américaine dans le monde, je vous conseille les ouvrages suivants. Déjà pour comprendre l'arnaque de la dite démocratie américaine, et ensuite ici occidentale et française, on a pompé sur leur régime avec des points de différence. Je vous conseille de lire Francis Dupidéry, qui est un politologue canadien, qui a reçu le prix de l'année pour cet ouvrage. Vous voyez, on n'est pas dans l'hallucination, j'invente rien. Quelqu'un qui nous raconte pourquoi nos régimes sont profondément antidémocratiques et comment ils ont réussi petit à petit dans l'histoire à s'appeler par leur contraire, à savoir des démocraties. J'invente rien. Aux États-Unis et en France, c'est le sous-titre de l'ouvrage, primé comme le meilleur livre de l'histoire politique de son année. Voilà, c'est sûr que quand on écoute que les médias, on n'y comprend rien. On croit que mettre des petits papiers dans une urne, c'est ça la démocratie. Donc on comprend rien. Je vous ferai un jour une vidéo sur qu'est-ce que c'est que la démocratie, et qu'est-ce que c'est que nos régimes qui n'ont aucun rapport de près ou de loin des démocraties. Ensuite, sur les techniques de l'Empire américain, je vous mets ici des ouvrages pour que vous alliez voir un peu, vous faire une autre opinion que ce que les médias vous envoient. Roger Martin, qui a écrit un dictionnaire iconoclaste des États-Unis qui s'appelle l'Empire du Mal, avec le drapeau américain entaché de sang, où il revient sur pas mal d'affaires où les Américains ont commis des crimes de guerre, des crimes de masse. Ici, la guerre des bombes des régimes nazis et japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont évidemment des atrocités totales. Et ça ne justifie en rien le fait que les Américains et les Anglais aient largué des millions de tonnes de bombes sur des populations civiles et sur des villes parfois libérées.
en France, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, au Japon, sur des populations civiles qui n'avaient rien demandé, en masse. On a quelqu'un comme le commandeur Harris, britannique, ou le commandeur Demey, américain, qui ont théorisé l'idée qu'il fallait, par la terreur, massacrer le plus d'habitants de ces pays possible. Et qui ont planifié et commandé des raids de terreur, avec des milliers de bombardiers, des milliers de bombes, pour créer des tornades de feu dans des villes, afin de brûler vifs tous leurs habitants. Encore une fois, vaincre un régime politique abject n'a pas de lien avec le fait d'adopter une stratégie de massacre de masse des civils. Aujourd'hui, on pleure à raison, parce que les médias nous disent, regardez, un missile russe est tombé sur un immeuble, il y avait 4 personnes dedans. Terrible. Quelques heures, quelques mètres à côté, un missile ukrainien est tombé sur un immeuble, tuant 4 personnes aussi. On en parle peut-être moins. Mais là, on parle de dizaines, de centaines de milliers de morts, de millions de morts. En fait, c'est... On est au-delà, quoi. On est au-delà. On est au-delà. Personne ne se rend compte des raids de terreur. Allez voir sur Wikipédia, raids de terreur américains, anglo-américains. Stratégie de tornade de feu au-dessus des villes. J'ai ici un livre sur les stratégies de domination impériale, notamment écrit par un professeur d'université américain, j'invente rien, c'est professeur d'université américain cet homme-là, hein. L'horreur impériale, l'hégémonie américaine dans le monde, quelqu'un qui décrit les techniques, par exemple, d'appauvrissement volontaire de cet empire sur des populations, des crimes de guerre, d'utilisation de mafias locales, avec soutien militaire et financier, pour terroriser les populations, pour qu'elles autorisent les multinationales américaines à voler leurs ressources et leurs matières premières, comme l'a fait par exemple la très célèbre American Fruit en Amérique du Sud. Vous savez que c'est de là que vient l'expression République bananière, c'est parce que l'American Fruit contrôlait complètement les cultures de bananes et exploitait leurs employés en fait de force, comme des esclaves, sans salaire, et tenus par des mafias locales qui imposaient la terreur à ces personnes, si elles refusaient d'obéir. Donc l'Empire utilise des techniques atroces. J'ai ici Michael Parenti qui a écrit aussi Le visage de l'impérialisme, petit livre qui revient sur les techniques effroyables de cet empire. J'ai ici Michel Chossudovsky, pareil, qui est un autre professeur d'université, qui a écrit La mondialisation de la pauvreté, où il revient sur l'utilisation par l'Empire américain de ses bras financiers, que sont les organisations monétaires et financières mondiales, comme le FMI, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le différents forums économiques ou différentes banques, la Banque mondiale, et d'autres banques d'affaires, pour appauvrir les populations, contrôler les productions de ressources, gérer le trafic mondial dans un sens qui va à l'encontre des intérêts des populations, mais de ceux de leurs entreprises et de l'État américain en fait. J'ai ici La stratégie du choc, écrit par Naomi Klein, encore une universitaire, qui écrit sur la façon dont l'Empire américain exploite insidieusement les catastrophes naturelles et les chocs profonds qu'elles infligent aux populations victimes, se servant de cette étude, en prolonge l'idée que les États-Unis créeraient volontairement des chocs pour utiliser ensuite les ressorts psychologiques induits par les chocs pour conduire ces populations à accepter ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent. Et sous couvert d'aide humanitaire, viennent en fait avec des hommes, des militaires, des infrastructures, des modes de fonctionnement, s'emparent de pays, comme ce qui s'est passé en Haïti par exemple, ou à d'autres endroits en Amérique centrale ou du Sud. J'ai ici William Bloom, un autre géopoliticien américain qui a écrit Les guerres scélérates, où il revient sur... c'est quelqu'un qui a écrit aussi un autre livre qui s'appelle L'État voyou. Les interventions de l'armée américaine et de la CIA depuis 1945. Où on revient pays par pays. William Bloom dit c'est impossible d'être exhaustif, les Américains, ils attaquent partout. Pays par pays, ce que font les États-Unis, crimes de guerre, intervention, mise en place de régimes sponsorisés, viol des démocraties locales, bombardement des populations civiles, contrôle des ressources des productions locales, mise en place de règles de marché international à l'encontre des populations. J'ai ici, Descendre en héritage, l'histoire de la CIA sur les crimes de cette organisation à travers le monde. Vous voyez, c'est Tim Weiner, c'est pas moi quoi. Il y a matière, hein. C'est un bouquin, ça fait 800 pages en fait. Mais c'est ça, vous allez tomber de votre chaise. Des crimes organisés partout sur Terre. Dirty War ici. Dirty War est un livre qui analyse les assassinats ciblés sous la présidence Obama. Obama, pareil, médiatiquement, nous a vendu comme un héros.
Obama, c'est quelqu'un qui a déclenché, ce président qui a déclenché, alors à vérifier, je crois c'est celui qui a fait le plus de guerres de l'histoire américaine, vous vérifierez. En tout cas, c'est quelqu'un qui est à l'origine de guerres dans le monde prodigieuses, sous couvert de sympa marketing, mais ouais, Yes Weekend, en fait, on bombarde les pauvres gens, hein. On tue des gens partout. Donc, Dirty War, c'est les crimes de guerre américains sous Obama. Parfois, certains commandités directement par la Maison-Blanche, à travers des services spéciaux, qui avaient pour ordre d'assassiner telle et telle personne dans des pays du Moyen-Orient et d'Asie, d'Amérique du Sud. Enfin, et pour finir, les révélations d'un homme qui s'appelle John Perkins, qui a écrit Les confessions d'un assassin financier, révélations sur la manipulation des économies du monde par les États-Unis, qui est quelqu'un qui a été un agent impérial, qui a fait défection, qui a écrit 2 livres, celui-là et le suivant, L'histoire secrète de l'Empire américain, où il revient sur son rôle, puis sur le rôle d'agent avec qui il a été en relation, comme acteur de l'impérialisme américain dans le monde, et notamment sur une des techniques dont il a été l'un des agents, l'un des applicants. Une technique tout à fait insidieuse, affreuse, dont nous sommes victimes ici en France. Une technique qui consiste à endetter artificiellement des pays afin de justifier aux yeux de ces populations qu'elles ne puissent pas bénéficier d'un niveau de vie supérieur via la construction d'infrastructures qu'il lui fournirait. Donc, lui-même est responsable donc de... En gros, son rôle, c'était de présenter des conclusions économiques truquées et trop compliquées pour être compris par la majorité des économistes d'un pays, en parallèle d'agents qui, eux, étaient chargés d'acheter les élites politiques de ce pays pour qu'elles ne dévoilent pas la supercherie, et qu'ensuite elles utilisent les dettes contractées via les truchements économiques à accepter et valider comme vérité, comme chose à faire, pour dénier aux populations la capacité à construire ou à améliorer ou à refaire les routes, les ponts, les chemins de fer, à développer les écoles, à développer les hôpitaux, à développer les services publics de toutes sortes, à développer des systèmes de retraite, des systèmes d'assurance chômage, des systèmes de complémentaire santé.